Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais, comme d'habitude, vous présenter 3 de mes dernières lectures. Je vais commencer ici par un roman auto-édité écrit par Arnaud Cornillet. Il s'agit de Soldats du Néant, tome 1, l'éveil de Chiara. Ici, nous sommes dans de l'urban fantasy. Et c'est vrai que c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement, pour lequel je suis un public facile dès lors que l'on tombe pas dans la romance paranormale emplie de niaiseries et ou scènes de sexe inutiles. J'avais compris que je n'allais pas tomber là-dedans avec l'éveil de Chiara et j'ai donc commencé ma lecture assez en confiance. Même si, je dois l'avouer, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour tout vous dire, au début, ça commence bien. Vous avez une héroïne casse-couille, comme je les aime, qui est hyper dynamique. Vous avez la petite pointe d'humour qui va bien. De l'action qui arrive dès le début, pas le temps de s'ennuyer. Puis un événement perturbateur, si je puis dire, qui va arriver et foutre le bordel dans la vie de Chiara. Et à ce moment-là, vous vous dites, ah oui, d'accord, c'est sur ce chemin, c'est dans cet univers que l'on va aller. J'étais contente sans être folle de joie, je trouvais, voilà, j'attendais la suite en fin de compte. Sauf que l'auteur là, mon joli chemin pour aller dans cet univers, il en a absolument rien fait. En fait, il m'a carrément mené par le bout du style, tu croyais que j'allais là, et tu vois, je vais aller par là. Et sincèrement, ça a été une vraie surprise que je me suis pris en travers de la tronche. Et j'ai totalement adoré d'avoir été menée en bateau et d'avoir été propulsée dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. C'est pour ça que je vous dis que j'étais assez confiante sur ma lecture, mais que je m'attendais pas du tout à ça, en effet, parce qu'elle m'a apporté plus que ce à quoi, je m'attendais à la base. Loin de répondre à tous les clichés du genre, même si on y retrouve quand même certains codes, l'éveil de Chiara a réellement su me surprendre de par son folklore, qui est assez étendu et qui va présenter entre autres des créatures que l'on voit assez peu en urban fantasy. Donc comme je vous le disais, niveau caractère, la jeune femme est assez typique du genre de l'urban fantasy, et c'est tant mieux parce que pour moi c'est presque un besoin vital dans ce style. Après, dans l'ensemble, tous les personnages ici que l'on rencontre sont assez typiques du genre de l'urban fantasy, mais sincèrement ils sont tous bien travaillés, donc je n'ai vraiment rien à redire sur les personnages. Côté action, franchement ça commence dès le début, ça ne s'essouffle pas, le tout sur un scénario qui tient sincèrement la route. Ici Chiara, notre personnage, elle était dans la police, elle a dû la quitter pour des événements que je vous laisse découvrir, et elle est devenue détective privée. Tout allait plutôt pas trop mal pour elle jusqu'à ce qu'une enquête l'amène à pieds joints dans le monde des êtres surnaturels. Êtres surnaturels qui sont ici appelés les anormaux. Alors certes, vous alliez y retrouver vampires et autres loups-garous, mais comme je vous l'ai déjà dit, l'auteur a su aller beaucoup plus loin en fouillant dans le folklore des différentes régions de la France, etc. et même peut-être bien du monde, et nous présenter des créatures que l'on voit très peu en urban fantasy. Évidemment, je ne vous en dirai pas plus afin de ne pas vous gâcher la lecture, je vous laisse donc découvrir ces différentes créatures. Et donc, dans cet univers fantastique, nous avons ce que nous appelons l'ordre, qui a pour mission de protéger les humains normaux des anormaux. Mais ces derniers, les anormaux, ces créatures surnaturelles, ont aussi leur propre police. Ce qui nous donne au final un roman où le manichéisme n'est absolument pas présent, et ça, c'est très plaisant de ne pas avoir les tout bons d'un côté et les tout méchants de l'autre. On sent que c'est loin d'être aussi simple, et d'ailleurs il va pas être évident pour Chiara de faire les bons choix. Sinon, côté roman, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas de niaiserie non plus. Certes, Chiara va poser les yeux sur certains mâles, mais pas de triangle amoureux, pas de paragraphe à rallonge sur les sentiments et les questions existentielles, ou encore pas de pavé de scènes de sexe complètement inutiles. Et pour aller plus loin, je dirais même que l'auteur a su ici prendre une direction totalement différente de celle qui était cousue de fil blanc. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Bref, je pense que vous l'aurez compris, l'éveil de Chiara a su me séduire par sa qualité. Je m'attendais à passer un bon moment, mais sincèrement, je m'attendais pas à être menée en bateau à ce point par l'auteur qui nous présente quelque chose de totalement original. Je vais ensuite faire un tir groupé puisque je vais vous parler des 2 tomes d'un diptyque. Il s'agit de Les Ailes, écrit par H. Roy et paru aux éditions J'ai lu. Pourquoi est-ce que je fais un tir groupé? Tout simplement parce que je les ai lus à la suite l'un de l'autre. Vous comprendrez donc que c'est des romans que j'ai fortement appréciés. Et puis, comme une bonne partie de ma palle est toujours en carton, que j'en ai très peu, c'est vrai que quand j'achète plusieurs tomes, j'ai tendance à les enchaîner. Je fais ça depuis pas très longtemps et en fait, j'adore parce que je me rends compte que mes idées sont beaucoup plus fraîches
Et finalement enchaîner les tomes, avant j'avais un petit peu peur et maintenant je me rends compte en tout cas qu'en ce moment ça correspond à ce que je cherche, à condition évidemment que l'univers ait su me transporter, et ce fut le cas avec Les Ailes. En plus, il faut quand même l'avouer, à la fin du premier tome, l'autrice nous abandonne d'une façon particulièrement sadique qui vous fait avoir envie de vous jeter sur la suite, et comme elle était juste sur la table de nuit à côté, ça a été fait dans le quart de seconde qui suivait. Ceci étant, au niveau du deuxième tome, même si elle offre une vraie fin, une fin de fin de saga, j'avoue qu'il y a encore certaines questions qui font que j'aurais aimé une suite, puis n'ayons pas peur de l'avouer, c'est un univers qui m'a plu et que j'aurais bien continué à explorer. Malgré son petit côté pavé, parce que je crois qu'ils font tous plus de 550 pages, c'est une plume fluide et dynamique qui nous emmène dans cette histoire, et donc c'est un roman qui se lit particulièrement facilement. En plus d'être dynamique et fluide, elle est aussi visuelle, ce qui nous permet d'avoir une très bonne imagination des scènes et des descriptions, et donc eh bien c'est pareil, le fait que ce soit visuel fait qu'on le lit très facilement. Nous voilà donc plongés au cœur d'un roman fantastique young adulte qui, tout comme l'éveil de Chiara, a été très original parce que là aussi, le folklore est totalement inédit. Les Ailes sont des êtres créés de toutes pièces par l'autrice et ce fut extrêmement rafraîchissant de lire de la nouveauté. En plus, il faut le dire, les personnages sont attachants. Ils sont bien travaillés, alors certes, ils sont totalement typiques du genre young adulte, mais sincèrement, Connor, notre héroïne de 16 ans, est un personnage qui a su me toucher, personnage qui a été catapulté bien malgré elle, dans un monde auquel elle ne connaît strictement rien, mais qui va devoir faire des choix, qui va devoir faire des sacrifices et surtout qui va devoir faire preuve d'un grand courage. Alors je dois l'avouer, elle avait quand même un petit côté agaçant à faire la girouette émotionnelle parce que oui, malheureusement ici, vous n'échappez pas, en tout cas pour une partie du roman, à une sorte de triangle amoureux. C'est certes pas ma partie préférée de l'histoire, comme vous le savez, mais le reste avait les reins assez solides pour me faire oublier ce petit défaut. J'ai aussi beaucoup aimé la recherche qui a été faite au niveau du scénario. Les deux tomes en fin de compte vont se suivre mais ne vont pas se ressembler. On va changer de pays pour passer des États-Unis à la France, on va changer totalement de vie puisque Connor va être totalement intégré dans ce nouveau monde et va donc bien devoir commencer à apprendre à gérer ses nouvelles facultés. Et bien sans cesse on change de décor, on change d'action, on rencontre des prédateurs, on rencontre pas mal de choses et sincèrement le scénario et le folklore, comme je le disais, ont été travaillés et sont aboutis. Alors ici je ne veux pas vous développer l'univers des ailes et des prédateurs parce que voilà, c'est original, donc je pense que c'est important que vous le découvriez par vous-même. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y a rien à dire que je n'en parle pas, c'est parce que je pense que c'est important que ce soit vous qui en fassiez la lecture. Voilà, je vous balance les mots ailes, prédateurs, d'accord, à vous après d'aller lire ce roman pour les découvrir parce que leur découverte c'est quand même une grosse partie de l'action, même si Connor va tout le temps être en danger, etc. On a quand même la découverte de l'univers qui est une grosse brique, un gros pavé de l'histoire. On voit aussi un vrai travail sur les personnages qui vont évoluer au fil des deux tomes et c'est tant mieux. Connor, comme je le disais, c'est une héroïne que j'ai trouvée plaisante malgré certains défauts, mais dans l'ensemble, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je dois noter que la romance est très présente dans ce livre puisqu'elle est quasiment le fondement même du livre, mais avec le folklore, l'univers et ce qui se passe autour, et bien finalement la romance n'est pas trop étouffante, même si comme je vous l'ai dit, cette présence de triangle amoureux m'a agacée plus d'une fois. On a quand même une sorte de tension, de danger permanent qui plane toujours au-dessus du récit et ça nous donne quand même un dynamisme certain et permet de ne pas nous ennuyer. Malgré ces lenteurs dues aux questions existentielles de Connor sur ses amours qui vont prendre malheureusement une belle partie du second tome, mais heureusement Connor doit aussi commencer à s'entraîner, ce qui va donc nous permettre de souffler un peu au niveau de la guimauverie, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, comme je disais, elle est hyper impulsive, elle est hyper dynamique, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais sur d'autres points, elle peut quand même être assez gnangnan. Donc voilà, tous ces petits points négatifs ont été contrebalancés par un folklore, un univers extrêmement bien travaillé et passionnant, ainsi qu'une intrigue qui existe réellement, puisqu'il y a vraiment des gens qui sont à la recherche de Connor pour certaines raisons, etc. Bref, malgré les défauts de ce roman, je dois avouer que j'ai adoré ma lecture,
puisque comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné tout de même les 2 tomes, c'est donc un signe. Ensuite, je vais faire pareil, je vais réunir la chronique de 2 romans, puisque je les ai lus là encore à la suite, et je voudrais vous parler du tome 1 de Le Passageur, le coq et l'enfant par Mel Doris, paru aux éditions Lynx, et le tome 2 du Passageur, le journal et le serpent, même auteur, même maison d'édition. Déjà, vous voyez ces couvertures somptueuses, et quand on lit la 4e de couverture, ça donne réellement envie de se plonger dans cette histoire, où nous allons rencontrer Matteo qui a 16 ans et qui sait que les fantômes existent. Il le sait puisque sa mère avait la capacité de les voir et même plus que ça, de communiquer avec eux puisqu'elle était chargée de faire passer ce qui n'était pas encore passé de l'autre côté. Et comment elle devait faire ça? En général, lorsque les fantômes refusent de passer et restent, c'est qu'ils ont encore une mission, quelque chose à accomplir avant de partir, et elle était donc chargée de les aider. Pour cela, il fallait souvent retourner dans leur époque, et c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce roman. C'est que ici, on va devoir voyager à l'époque des personnages afin d'aller les aider, et donc en fait, aux histoires de fantômes, de spectres qui vont devenir dangereux si le passageur, la passageuse ne l'aide pas, qui vont devenir dangereux et pourraient donc finalement dévorer leur passageur, s'ajoute tout un côté historique, puisque le premier tome va nous emmener en 1870 pendant la Commune, 1871 je crois même, et le deuxième tome va nous emmener au cœur de la Seconde Guerre mondiale, toujours à Paris en 1941. Et donc ici, comme je vous le disais, on va donc suivre Matteo, qui est devenu un passageur fait quelque peu extraordinaire, puisque normalement il n'y a pas de passageurs, il n'y a que des passageuses. Matteo va donc être catapulté dans un rôle pour lequel il n'était absolument pas préparé, puisqu'il est un homme et pas une femme, il ne connaissait donc rien des passageurs. Ici, nous allons tomber avec un personnage qui est particulièrement attachant et qui va faire de son mieux pour aider les fantômes, d'autant qu'il sait que s'il ne peut pas les aider à temps, il se fera lui-même dévorer par ce fantôme. Je ne peux même pas vous transcrire l'atmosphère de ce roman, tant il m'a entraîné. Non seulement j'ai été happée par tout ce qui entoure Matteo, son don de passageur, les fantômes, tout le folklore qui a été créé là-dessus, comment les faire passer, etc. Mais en plus, la plume de l'autrice a fait que j'avais l'impression de marcher aux côtés du jeune garçon, surtout sur ce tome 1, j'avais l'impression de marcher dans les rues de Paris, dans un Paris à feu et à sang, un Paris de la Commune en 1871. C'en était troublant tellement ça devenait réalité pour moi. Dans ce tome 1, une véritable tension transparaissait dans le récit, tant par l'urgence de faire passer le fantôme que par la violence qui régnait dans Paris. Le rendu est particulièrement réussi et j'ai été totalement passionnée par toute cette plongée dans le passé, associée à cette histoire de fantôme qui n'est absolument pas en reste côté scénario. En plus, il faut le dire, l'histoire de la Commune n'est pas une partie de l'histoire de France qui est souvent exploitée dans les romans, et sincèrement, j'ai été passionnée. Le tome 2, comme je vous le disais, vous amène au cœur de la Seconde Guerre mondiale, plus exactement principalement au cœur d'un hôpital psychiatrique en 1941 qui là aussi faisait une belle toile de fond pour le deuxième tome. Même si j'ai adoré ce deuxième tome et qu'il m'a emmené, je pense qu'il m'a emmené un petit peu moins loin que le premier. Déjà, il y a un petit peu moins ce sentiment d'urgence dans le deuxième tome que dans le premier, et en plus Matteo va beaucoup plus voyager entre le présent et le passé, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que vous êtes plongé dans le passé, ça coupe et vous revenez dans le présent, et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'étais un peu moins embarquée dans mon histoire, même si elle est restée très bien, parce que côté fantôme, il y a eu du lourd, puisque Matteo a dû s'occuper d'un fantôme qui au final l'a plus manipulé qu'autre chose, en lui confiant des missions qu'il devait faire dans le passé et le présent, puisque de son vivant, ce fantôme était quelqu'un d'un petit peu particulier. À noter que le deuxième tome va nous permettre de découvrir un autre personnage qui pour moi a énormément enrichi le récit. Personnage qui apporte de nouvelles capacités et va apporter certainement de nouvelles directions à l'histoire. Donc le deuxième tome était peut-être un petit peu moins travaillé sur le passé, parce qu'on met vraiment en place
Il y a une organisation qui est à la recherche des personnes, des passageurs, des passageuses et des personnes qui ont des capacités comme ça. On voyage beaucoup plus entre le passé et le présent. Bref, on enrichit un peu le côté fantôme, peut-être au détriment entre guillemets du côté historique, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture grâce à tout ce mélange et grâce au personnage, notamment au personnage de Matteo qui est particulièrement attachant, qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'aider presque en fin de compte. Bref, j'attends la suite avec grande impatience. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Comme à mon habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!